C'était vraiment très intéressant. Bon voilà, ça c'est fait. Lol. Hello, c'est Jim. On est le 16 mai 2024, il est 4h30. Bon, voilà, ça c'est fait. On a eu droit donc à ces 2 belles journées de News Echo avec donc le corps PPI, le corps CPI. Alors, on va les voir un petit peu. En ce qui concerne les prix à la production, on voit que là les résultats sont pas ouf. Et c'est un petit peu normal vu le prix des matières premières notamment. Par contre, paradoxalement, on voit que l'indice de l'inflation, il est légèrement meilleur que ce qui était annoncé, enfin, que ce qui était anticipé. Donc il était à 0,4 et là il est passé à 0,3. Alors, bon après, il faut se calmer parce que faut pas oublier que dans cet indice n'est pas compris le prix de l'énergie et de l'alimentation. C'est pour ça que je disais un peu lol, parce qu'il faut quand même pas déconner. Voilà où on en est sur le Brent. Je pense qu'à un moment donné, ça risque peut-être de piquer un peu les genoux. Elle est jolie, hein, belle compression ici. Donc bon, il y a un moment donné, là, il va se passer quelque chose. Moi, je vois pas, j'imagine pas le prix du baril descendre sous les 65 $. Par contre, d'aller faire un tour par ici, probablement au-dessus des 100 $, ça par contre, ça m'étonnerait pas du tout. Et si je regarde le prix des matières premières, alors moi, je regarde souvent un ETF, voilà, celui-ci notamment, Conf. Bon, là, on voit qu'on est en train de s'extraire là, ici d'une conso qui dure depuis 2022. Voilà, on avait évidemment, avec le Covid, on a eu ça, tout ça, ça avait vraiment explosé, hein, et puis après, ça s'était un petit peu tassé. Et là, on voit ici qu'on a, là, je suis en daily, on a un changement de caractère là qui est acté au franchissement ici de cette zone. Et donc, alors Conf, c'est un ETF c'est un panier hein, qui intègre notamment beaucoup de matières premières, beaucoup de commodités. Si je regarde, alors ça, c'est un ETF qui comprend beaucoup de contrats futurs sur la nourriture. Et ici, sur les matières agricoles, voilà, on voit ici, hein, là je suis en daily, on est en train de former une structure qui est plutôt haussière. Bon, je suis désolé pour ma voix, mais là ça s'arrange pas. J'espère que je vais pouvoir faire la vidéo en entier sans que ma voix parte en cacahuète, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va retourner voir le dollar, parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder en l'occurrence. Hein. Donc, il y a quelques jours, je vous avais dit que je pensais qu'on allait revenir sous les 105 points, mais non seulement on est revenu sous les 105 points, mais on est même venu titiller sous les 104 points. Je vais passer en 1 heure. Pas tout à fait, presque. Hein, on est arrivé à 104 0,80. Bon, on n'en est pas loin. Et, oh magie, où est-ce qu'on se retrouve garé dans cette imbalance ici, en H1, dont je vous parle quand même depuis un moment. Et pour l'instant, l'indice, là, on voit qu'il réagit en bas de cette imbalance. Donc moi, mon biais depuis un petit moment, hein, c'est qu'on risque de se retrouver à consolider, je pense, un certain temps dans cette zone. Alors après, évident qu'on peut très bien aller glisser quelques cartouches plus bas, ou voire réintégrer, pourquoi pas, l'équilibrium de ce range-là dans lequel on est contraint depuis avril 2024. Il est évident que ça a eu un impact sur les riscons, hein, et là on va aller regarder, notamment sur le gold, où là on revient titiller les 2400 $. Là c'est sur le contrat CFD, hein, mais si je vais sur les contrats futurs, voilà, on est même au-dessus des 2400 $. Enfin, on est passé au-dessus des 2400 $. Donc là, on voit bien que on a le prix du gold qui a réagi, tiens donc, pile poil sur la zone des 50% de gain. Et si on fait remonter ça à cette surface d'accumulation, le prix, il a réagi sur son premier arrêt, à peu près, à voilà. Donc là, on a ici quelque chose qui ressemble quand même très fortement à une figure de continuation. Et si je devais faire quelques prospectives, on arrive à des projections qui sont assez vertigineuses en fait. Hein. Et du coup, si j'applique une déviation standard, qui est donc le nombre d'or, 1,618, on se retrouve avec prix de l'or sur les 3000 $. C'est vrai que c'est des chiffres qu'on commence à entendre un petit peu à droite à gauche, mais voilà, en tout cas, si j'applique vraiment une déviation standard appliquée à la tendance qu'on peut observer sur le gold, voilà, on se retrouve sur les 3000 $. Bon, chaque chose en son temps, parce que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour le gold. On va quand même regarder un petit peu sur les indices. Nouvelle ATH sur le SP500. Si j'applique la même méthode de projection sur le SP500, on se retrouve avec un indice qui viendrait titiller les 6000 points. Donc là, on a passé les 5300 points, ce qui est assez incroyable, hein, vu le contexte économique. Faut pas oublier que là, on sort d'un quantitative tightening et d'un QT, hein, et qu'on a, notamment par le truchement du rachat de bonds, qui est en fait un quantitative easing déguisé, on se retrouve avec une expansion monétaire. Donc on retrouve ça ici. Hein. Donc nouvelle ATH pour le SP500, pour le Nasdaq, pour le Dow Jones, là à mon avis c'est une question d'heures ou de jours.
Je pense que c'est une question d'heure. On n'en est vraiment pas loin. Dans ce cas-là, évidemment, on regarde la tendance, hein, mais on va aussi regarder ce que ce mouvement impulsif a laissé derrière lui et on peut également observer ce qui s'est passé par le passé à chaque fois, après chaque mouvement impulsif. Hein, on a toujours à un moment donné des corrections et on sait ce que ces corrections viennent retravailler en règle générale, ce sont les inefficiences. Donc ici, on voit qu'on est sorti de cette zone de liquidité interne pour attaquer maintenant une zone externe de liquidité qui est ici. Donc à un moment donné, il faut s'attendre à ce que ces zones ici soient retestées. À quel moment, on ne sait pas, mais on voit que c'est toujours à peu près le cas. Hein. Chaque fois qu'on a des zones comme ça d'inefficience qui sont créées, en règle générale, elles sont retravaillées avec plus ou moins de profondeur, sans que ça vienne entamer la tendance de fond. Donc ces corrections, elles peuvent être ici de 2%, ici, voilà, c'est un peu plus massif, hein, 6% ici, voire même, on le voit ici, correction beaucoup plus profonde, et plus longue forcément, hein, ici de presque 11%. Donc ça c'est dans l'action du prix, hein, dans l'ADN de l'action du prix, c'est qu'à un moment donné, alors, je ne sais pas quand, hein, mais à un moment donné, voilà, on a ici des zones là qui seront probablement retestées, et peut-être pas forcément dans très longtemps d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, hein, lorsqu'on se retrouve comme ça sur un mouvement massif, en fait on n'est pas en train de louper un train, hein, parce que des trains, vous voyez, le train il est toujours en marche. Surtout sur des indices dont la vocation, a priori, si vous regardez le Nasdaq, c'est d'aller plus haut. Pourquoi ? Parce que c'est un indice qui regroupe alors ici les 100 premières valeurs de l'économie américaine et ici les 500 premières valeurs de l'économie américaine. Donc une compagnie dont les résultats sont mauvais va sortir de cet indice et va laisser rentrer une compagnie qui a des résultats qui commencent à devenir assez bons pour participer à la fête, on va dire. Donc c'est dans la vocation, dans l'ADN de ces indices, d'être à la hausse. Ce qui empêche évidemment des corrections, mais voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est très très dur de battre un indice, parce que c'est que les champions en fait, hein, de l'économie américaine qui y figurent. Donc voilà, on en est en tout cas, on voit ici sur le SP500 qu'on est sorti de cette large zone de consolidation par le haut, qu'on a ici un mouvement impulsif, et donc comme souvent, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en sortie d'un mouvement impulsif ? C'est une consolidation, et après, si on doit avoir une continuation, on aura un mouvement correctif qui sera plus ou moins violent. Ça peut prendre la forme d'une mèche comme ça peut prendre la forme d'un travail de quelques heures à l'occasion d'un stress du marché, et hop, après c'est pour aller plus haut. Donc je pense que vous mesurez maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, pourquoi est-ce que j'arrête pas de vous dire qu'il faut pas s'engager, notamment lorsqu'on a un tir groupé comme ça de news écho très impactantes comme le Core PPI ou le Core CPI. Vous voyez ici ce qui s'est passé. Consolidation, ici on a eu quand même une mèche qui a dû sortir pas mal de monde, là de presque 1%, ce qui est quand même beaucoup pour un indice. Hein. Et ensuite on a eu un mouvement comme ça très impulsif. On a eu la même chose sur le Nasdaq et bien évidemment on a eu la même chose sur Bitcoin. Alors voilà ce qui s'est passé. Ici on voit qu'on a eu un petit retest là de cette zone d'inefficience. Et après, un mouvement très impulsif. Alors c'est sûr que ceux qui étaient engagés sur du swing, sur le spot, je vous avais indiqué, je vous avais montré mes entrées. Hein. Moi j'avais eu une entrée ici à 61,050. J'étais rentré ici sur le retest de ce breaker en H1. Donc normalement vos positions swing en spot, elles peuvent se prendre un petit coup derrière la nuque, mais normalement elles ne sont pas impactées par ce genre de news echo, surtout si vous êtes placé au bon moment. Mais après, il ne faut pas oublier que l'action du prix, lors de telles journées, ne fait à peu près rien que de ce qu'on peut anticiper. Et c'est vrai que hier, j'en ai vu beaucoup qui ont commencé à engager des trades intraday juste après l'annonce du Core CPI. Et il y en a quand même pas mal pour qui, il y en a pour qui ça s'est bien passé, mais c'est un peu de la chance en fait, hein, parce que si après je vais voir en 5 minutes l'action du prix, d'autant plus si on se met en 1 minute, il y a un peu comment ça balaye dans tous les sens. Donc tout ça, c'est des mouvements qui sont quand même assez compliqués à anticiper. Moi, ça me paraît beaucoup de risques pour pas grand-chose en fait, et je pense qu'il faut laisser passer un petit peu laisser un petit peu retomber la poussière. Et une fois que la poussière est retombée, on commence à y voir un petit peu plus clair et on va commencer à pouvoir se faire de nouvelles marques sur ce qu'on est en droit de s'attendre du prix maintenant que l'action c'est un petit peu tassé. On voit ici qu'on est sorti de ce gros range là dans lequel on était contraint quand même depuis début mai. On était contraint dans ce range ici qui correspondait à cette bougie
weekly. Et on voit que ça s'est finalement terminé par une résolution par le haut. Et voilà ce qu'on a maintenant. En daily, on va se retrouver avec un nouveau range que moi je vais marquer. Parce que, voilà, pour l'instant, moi, le range que je vais indiquer, parce que il n'est pas rare qu'on vienne retester, voilà, en sortie comme ça de compression daily, qu'on vienne retester le milieu du range. Donc, ce qui nous ferait autour des 63 000, 63 000, 64 000 $, ça serait pas du tout déconnant. Donc ça, c'est les nouvelles marques que je vais me noter. Et ce serait pas du tout déconnant qu'on vienne notamment retester le sommet là, de ces 3 retests, de cette zone d'equal high, qui nous amènerait sur les 63 400. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais de toute façon, on sait bien maintenant ce qui arrive comme ça aux zones d'inefficience, qui sont probablement des zones... Alors, je ne sais pas si elles sont impulsives, mais je pense qu'elles le sont. Oui, on voit ici qu'on a une bougie vectorielle là, en H4. En règle générale, ces bougies vectorielles, elles sont retestées. Donc voilà, pour ceux qui ont vu partir le prix hier et qui se sont précipités de rentrer en position, il faut bien vous dire que en fait, vous n'êtes pas en train de laisser partir le train. Le train, il va certainement revenir prendre des voyageurs dans cette zone. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas non plus exclure que ce mouvement-là soit une déviation pour ensuite venir retester plus bas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, là, ce qu'on peut observer ici, c'est un changement de caractère. Et en règle générale, un changement de caractère, quand on l'analyse après coup, il prend souvent cette forme et on vient retester cette zone pour après continuer une tendance. D'accord ? Et donc là, ce serait pas du tout déconnant qu'on vienne ici retester là le milieu de ce range-là, et notamment cette zone ici. On a une belle confluence, hein, ici, 50% de gain de la bougie daily, cette zone ici de relative equal high, et bougie vectorielle, et zone d'imbalance ici. D'autant qu'il va à un moment falloir calmer les ardeurs de ceux qui se sont positionnés ici un petit peu n'importe comment, en gros levier, en disant que c'était peut-être l'opportunité de leur vie. C'est probablement l'opportunité de se faire sortir de façon pas très agréable, je pense. Donc, moi, en ce qui me concerne, bon, après, je dis pas que j'ai forcément raison d'appliquer cette stratégie, mais moi, j'ai pas fait d'intraday, moi, ces 2 derniers jours. Hein. J'ai fait un peu de paper sur les London, parce que, bon, assez souvent, même en période de zone de news echo, comme ça, il y a souvent des petites accalmies sur la London, et bon, des fois, il y a des choses qu'on peut faire. Par contre, ce qui est évident, c'est que les positions de swing que j'avais engagées sur les zones que je vous avais indiquées déjà il y a un petit moment, moi j'ai commencé à prendre des profits. Alors évidemment, j'ai pris des profits ici dans cette zone, et j'ai pris des profits aussi sur le haut de cet ancien range, ici à 65 500. Voilà, j'ai pris des profits à cet endroit. Donc j'espère que de votre côté, vous avez pensé à le faire. Hein. Donc autant on a pu voir un mouvement très impulsif sur Bitcoin, autant pour l'instant, les alts, ça n'a pas été aussi impulsif. Hein. On voit que pour l'instant, Ethereum, il n'est pas venu... Alors, il est venu prendre une liquidité interne ici, donc un sommet intermédiaire, un low resistance liquidity ici, mais que pour l'instant, on est encore dans le registre du plus bas sommet. Et c'est quelque chose qu'on peut observer sur beaucoup d'alts, sur XRP, sur AVAX. Alors, Phantom, il a l'air de réagir... un peu comme Bitcoin, il est en train ici de réintégrer, à mon avis, cette zone. Shiba, pour l'instant, il réintègre cette trendline ici. Voilà, on voit que là, en termes de momentum, on voit bien que, si je le fais passer comme ça, voilà, pour l'instant, on peut pas tout à fait encore parler de changement de caractère, en tout cas, alors en 4 heures, oui, mais si je mets en daily, voilà, on voit qu'on est en train de franchir ici cette trendline là. Donc ça, c'est un indicateur de momentum. C'est évidemment pas quelque chose que je vais utiliser pour trader, mais en tout cas, c'est pas aussi impulsif que sur Bitcoin. Solana également est en train là de venir retester une zone d'imbalance daily. Et là, on peut parler de changement de caractère. Donc on voit bien que Solana, il est en train de reprendre plus de force que Ethereum par exemple. Tron, pour l'instant, je reste engagé ici sur le trade que j'avais partagé avec vous. Hein. Il est en train, là, il avait commencé à consolider ici, là, dans le haut de cette zone, et qu'il est en train il semble vouloir reprendre ici sa trend haussière. Donc, pour l'instant, moi, j'ai gardé ses ordres ici. Voilà. On voit que Link, pour l'instant, en tout cas, en H4, il reste ici, dans une trend qui est baissière, même si on a eu ici un mouvement impulsif. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore on peut pas vraiment ici parler de changement de caractère, on pourra parler de changement de caractère, on pourra commencer à en parler ici au franchissement des 14 $. Pareil pour Mana, BNB pour l'instant il reste dans ce range dans une compression ici. Voilà, bon, je vais pas toutes les passer en revue, mais pour l'instant on voit bien que Bitcoin, on voit bien que ici Bitcoin il confirme sa dominance. Hein.
Là, c'est assez évident. Alors après, la leçon qu'on peut tirer de tout ça, bah, ça va dépendre un petit peu de votre profil. Profil, on peut en avoir plusieurs. Moi, c'est mon cas. J'ai à la fois des swings sur des stocks, sur des ETF, même sur certaines cryptos. Et puis après, au quotidien, j'ai plutôt un profil de day trader. Alors, la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que lorsqu'on a un profil de swing, bah, il faut avoir aussi des attentes temporelles qui correspondent à ce profil-là. Et souvent, ce que ça veut dire, c'est que ça implique de la patience. De la patience et puis un petit peu de conviction. Vous voyez que ici, là, on était quand même dans une zone un peu, c'est vrai qui n'était pas très confortable, hein, parce qu'on était sorti là quand même d'un mouvement impulsif baissier quand même assez conséquent. Si on part ici de cette mèche, on s'est pris du 8% quand même hein, de baisse. Donc même sur une crypto, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir quand même des convictions et puis évidemment des connaissances en price action pour se dire je vais me positionner ici. Donc ça restait une hypothèse qui évidemment pouvait être invalidée. Et ensuite, une fois que cette hypothèse ici, en tout cas cette zone de prix nous était offerte, en tant que swing trader, il fallait également avoir des convictions pour, à l'occasion de cette jambe baissière ici, se dire je reste en position, parce que là on s'est quand même pris pareil un mouvement de presque 4% à la baisse, je reste en position parce que moi mon invalidation, en l'occurrence mon invalidation, elle était sous cette mèche. Elle était ici dans la zone des 58 000. Donc pour moi, et en plus c'était du stop mental, c'était pas du stop, du hard stop, parce que j'ai bien conscience que sur Bitcoin on peut avoir ce genre de mèche. Vous voyez, et c'est un peu dommage de se faire sortir sur une mèche, alors que en termes de tendance, en termes de biais, on avait raison. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il fallait quand même avoir des convictions, et il fallait aussi avoir des convictions en son plan pour en sortir comme ça d'un flux haussier, se dire je fais ce que j'ai prévu, et ici sur les 65 500, je fais ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je prends des profits. Parce que c'est sûr que c'est toujours tentant de se dire non, ça va aller plus haut, ça va aller ici, ça va probablement y aller, mais en fait un plan c'est un plan, et il faut le respecter. Donc ça c'est une chose. Là on parle des swing traders. Par contre, l'enseignement qu'on peut également en tirer, c'est en tant que trader intraday, voire même en tant que scalper, vous voyez bien ce que le prix il a fait. Hein. Il a fait du yo-yo, et régulièrement il est venu sortir les impatients ou les incrédules. Donc les impatients, ceux qui voulaient absolument participer à la fête avec du levier, et ce qui se positionnaient sur des flux haussiers comme ça, et qui se sont régulièrement fait sortir par ce genre de mèche. On les voit bien. Donc là, vous voyez ici, donc ça c'était mardi, et toute la journée de mercredi, vous voyez ce que le prix il a fait. Il a fait du yo-yo. Ce qui fait que moi en tout cas, en tant que trader intraday, je me suis assis sur mes mains, mais par contre j'ai observé le prix. Et là maintenant on arrive dans une fenêtre temporelle, donc là sur jeudi et vendredi, où là je vais pouvoir commencer à regarder ce que l'action du prix peut me proposer comme setup. Et je pense qu'on va avoir certainement de belles opportunités. Alors en tant que swing trader, pour éventuellement essayer de raccrocher le train sur des zones de prix qui peuvent être intéressantes, et en tant que scalper, trader intraday, essayer de regarder un peu, pourquoi pas, les zones d'inefficience que le prix a laissé derrière lui, et les endroits où on va éventuellement, pourquoi pas, se mettre soit à la vente, soit à l'achat sur des positions court terme. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Évidemment, je vous encourage, comme à chaque fois, à venir nous rejoindre, parce que on est vraiment en train là on chasse un petit peu en meute. Hein. C'est-à-dire qu'on partage quand même pas mal de positions dans le Discord. Voilà, ici on est sur le salon VIP, et il y a quand même pas mal de positions qui sont partagées par moi et par d'autres, hein, également par d'autres profs aussi. Donc c'est assez quali ce qui se passe, et on est en train également de tester pas mal de setup. On fait du paper, certains aussi engagent de l'argent réel. Donc si vous voulez venir participer un peu à cette effervescence qui peut y avoir là dans le salon VIP, parce qu'on est de plus en plus nombreux, venez nous rejoindre, c'est gratuit, c'est assez simple, je vous mets le lien en description. Eh bien, bonne journée. Bon, alors pour les salons VIP, je pense que je vais pas faire très long, parce que maintenant ça va se passer aussi pas mal dans le Discord, hein, parce on va essayer d'échanger un petit peu. Là, vous commencez quand même à avoir pas mal de modèles de setup qui sont à votre disposition. Et pour les plus impatients, je rappelle qu'un modèle de setup, c'est pas une recette de cuisine qui s'applique comme ça bêtement. C'est quelque chose que vous devez tester et éprouver par vous-même. Genre, je sais bien que vous êtes impatient, vous avez peur de laisser passer des opportunités, mais faut pas oublier que les opportunités, il y en aura toujours.
Toujours, toujours, toujours. Et ce sentiment comme ça d'urgence que vous éprouvez, vous pourriez discuter avec les gens qui étaient déjà engagés sur les marchés en 2000, ils vous en parleront, et ils éprouvaient exactement les mêmes sensations. Donc il y en aura toujours, notamment si vous faites de l'intraday. L'intraday, moi je pense que le plus gros danger, en fait, c'est souvent un fantasme, c'est de transformer une position intraday en position swing. C'est-à-dire qu'on s'engage sur du levier et on se dit, allez, là, je vais faire du 15 pour 1, du 20 pour 1, du 30 pour 1, je sais pas. Alors ça peut arriver, mais il faut pas que ce soit un objectif pour vous. L'objectif pour vous, c'est de dégager des profits. Et à partir du moment où vous arrivez de façon consistante à dégager des profits sur des positions qui sont même de l'ordre du 2 pour 1, vous êtes gagnant et en fait, vous pouvez transformer en enchaînant comme ça de telles positions avec un ratio de perte qui est inférieur à 1 sur 2. Vous serez gagnant au final. Donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de rechercher. Ici, dans Apprendre Trading, il y a pas mal de modèles qui ont été partagés. Il y a des lives, il y a des contenus, mais assez souvent, trop souvent, j'ai envie de dire, je vois encore des questions ici, là, dans cette section du Discord, qui montrent que vous n'avez pas consulté tous les setups, vous n'avez pas consulté toutes les vidéos qu'on a partagées, et surtout, vous n'avez pas backtesté. Donc, si vous aviez backtesté, il y a certaines questions que je ne devrais pas voir ici. Et je continue encore à en voir. Je suis pas en train de vous engueuler, mais je suis en train quand même de vous appeler à la prudence. Donc c'est sûr que de voir comme ça certains qui enchaînent des positions gagnantes parce qu'ils appliquent des setups, ça donne envie de faire la même chose. Mais il faut vraiment que vous preniez ce temps pour backtester, pour faire d'abord du backtest et ensuite du paper. Mais quand je parle de temps, des statistiques, ça se fait en pourcent. Donc à partir du moment où vous extrapolez en pourcent 10 ou 20 trades, vous extrapolez. Et en fait, il ne faut pas extrapoler, il faut vraiment dégager des statistiques. Donc, en dessous de 100 backtests et en dessous de 100 trades en paper, je suis désolé, vous n'avez pas de résultats qui sont significatifs. Donc, il faut déjà essayer de développer vos propres modèles à partir de résultats significatifs. Et donc, c'est en dessous de 100 positions, c'est pas assez. Et vous laissez rien passer, en fait, quand vous procédez comme ça. Parce que ce temps que vous prenez, le marché, il va faire ce qu'il a à faire, mais il sera toujours là. Et après, pour ce qui est de ceux qui sont plutôt dans le registre de l'investissement ou du swing, ça fait un petit moment déjà que je vous parle de zones qui étaient potentiellement intéressantes. Donc, si vous l'avez pas fait au moment où je vous en parlais, à quel moment est-ce que vous allez le faire? Donc, moi, ça me paraît un peu compliqué là maintenant, après un tel mouvement, de se dire c'est bon, j'achète. Bah non. Non. Et là, à ce moment-là, il faut travailler votre patience, notamment celle de vous dire que si vous regardez par le passé, à chaque fois qu'on a eu un mouvement impulsif, on a eu ensuite une phase de consolidation, une phase de retest, et après, on a continué la tendance. Donc, en admettant que cette tendance se confirme, si elle doit se confirmer, ça va passer par une phase de conso et de retest. Si jamais elle ne devait pas se confirmer, ça va passer par une phase de conso et après une phase de dump. Et vous connaissez maintenant, si vous appliquez le setup de Vic Rocket qu'on a travaillé ensemble, les endroits où il est intéressant de se positionner dans cette zone, pourquoi pas même dans cette zone. Moi, très franchement, sous cette conso ici, là, donc c'est-à-dire que sous les 50 000, sous les 49 000, on va dire, moi je pense que la zone là, ici, des 43 000 à 50 000, là, plus on avance et plus je pense que ce sera probablement un futur bottom pour un bear market à venir. Je pense, en termes de price action. Si c'était pas ici, ça serait dans cette zone entre les 29 000 et les 33 000, mais j'y crois moins. Mais en tout cas, ici, là, moi, je pense que on va certainement, pour le prochain bear market, c'est, à mon avis, si je regarde un peu l'action du prix ici en weekly, voilà, moi, je pense que ça serait probablement dans cette zone qu'on viendra se reposer. Bon, après, là, on extrapole. Mais en tout cas, on voit ici, en daily, on a un peu de recul, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un break, un market structure shift. On voit bien une impulsion, une zone d'imbalance. Donc, on a ici un order block confirmé. Un order block est toujours confirmé par un fair value gap. Confirmé ici par un fair value gap. On est venu retester et après, c'est pour aller plus haut. D'accord? Et on voit que le dernier order block en daily, il est ici, d'accord? Là, ici, c'en est pas un. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, en daily, en tout cas, de fair value gap ici. Donc, le dernier order block, il est sur cette impulsion, qui laisse derrière lui, ici, un fair value gap,
qui veut dire que, je ne sais pas pour quand c'est, mais en tout cas, cette bougie ici est amenée à se transformer en breaker. Voilà, bon, on révisera tout ça. Hein. Je pense que je sais pas si ces concepts sont clairs parce que j'entends parler de breaker un peu partout, pas forcément de la façon la plus judicieuse qui soit. Un breaker, c'est pas un swing. Enfin, ça n'est pas qu'un swing. C'est pas qu'un swing low ou qu'un swing high. C'est plus complexe que ça, un breaker. D'accord? Et pour l'instant, ici, cette bougie pourrait, en admettant qu'on vienne travailler ici dans cette zone, pourrait se transformer, pourrait passer du statut d'order block au statut de breaker. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'appliquer, maintenant que ça s'est un petit peu calmé, nos setups. Donc des setups, vous commencez à en avoir quelques-uns. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des licornes, qu'un setup effectivement qui fonctionne. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Le YPR, il reste évidemment d'actualité. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vais aller regarder, c'est par exemple, si je devais surfer cette tendance-là qu'on peut maintenant observer sur Bitcoin, qui est tendance haussière. Moi je pense que on va laisser passer cette journée et peut-être même celle d'après. Ça va être le retest d'un low daily, où on va là après ensuite se mettre en recherche d'un market structure shift avec une fractale en 5 minutes par exemple, voire même dans de plus petites UT, pour essayer de retravailler, de surfer la tendance de fond qui est là en train de prendre forme sur Bitcoin. Mais pour l'instant, sur les alts, en dehors de quelques exceptions, hein, notamment sur Solana, sur Tron, on voit que pour l'instant, l'impulsion, elle n'a pas été aussi franche que sur Bitcoin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'à présent, c'est un peu comme ça qu'on réagit les alts. Hein. C'est-à-dire que à la baisse, elles ont pris un peu leur temps et à un moment donné, il y a eu un petit peu une languette de Flamby. Donc, il est probable, je dis bien, il est probable, moi c'est un peu mon biais, que à l'occasion ici d'une phase de consolidation qu'on pourrait notamment observer ici, ça c'est un petit peu mon biais, je serais pas du tout étonné que ici au retest de cet imbalance ici, donc là c'est pas un fair value gap, hein. Ici c'est bien un imbalance. Ici, je serais pas du tout étonné qu'on consolide un petit peu dans cette zone, moyennant peut-être pourquoi pas une petite incursion ici par le haut là, mais qu'on vienne consolider un petit peu, peut-être même dans une zone qu'on pourrait élargir un peu, pourquoi pas jusqu'à ces anciens equal high, voilà, grossièrement dans cette zone, que ça consolide, et à l'occasion de cette consolidation, c'est là qu'on va pouvoir peut-être observer des mouvements très impulsifs sur certaines altes. Peut-être pas sur toutes, mais je pense que ici, on pourra avoir certainement une petite session de rattrapage sur les altes. Donc moi, là, j'ai rempli une partie de mes objectifs là sur Bitcoin, en tout cas sur le swing que j'avais engagé ici sur les 61 000. Maintenant, je vais me mettre un petit peu en recherche là sur les altes pourquoi pas de position, peut-être intraday, mais d'entrée swing en fait. Voilà, donc c'est ce que je vais observer essentiellement les jours qui viennent. Donc on verra. Je vais réfléchir peut-être sur certaines sessions, London ou New York, à organiser un autre live ensemble. Ça sera probablement improvisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je regarde d'abord sur les pré-sessions, si je pense qu'il peut y avoir de belles opportunités en termes de price action. Et si je vois que il y a potentiellement quelque chose à faire, à ce moment-là, je me connecte et puis je me mets en live. Mais c'est pas quelque chose que je vais forcément prévoir très longtemps à l'avance. Donc bon, j'essaierai de vous prévenir si c'est le cas, mais ça sera probablement dans l'heure qui précède. Allez, faites attention à vous, ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a jamais d'urgence. Il y aura toujours des bonnes opportunités à saisir si vous savez être patient. Bonne journée!